Bonjour à tous, c'est Greg, j'espère que vous avez la forme. Alors on est en extérieur avec William Bellichard. Alors il y a un petit peu de vent, alors j'espère que ça va aller sur la vidéo. Ce soir on fait une petite rencontre entre marchands de biens, entre investisseurs et tout, sur un restaurant assez sympathique de Bordeaux. Et j'ai jugé utile de l'interviewer parce que vous allez voir qu'il a une approche du marchand de biens qui est atypique, d'où le titre de cette vidéo. Et bon d'accord, c'est atypique, mais pourquoi? Donc c'est ce qu'on va creuser un peu aujourd'hui, vous et moi. Donc si c'est pas encore fait, abonnez-vous, hein, cliquez sur la petite cloche, mettez un pouce like évidemment, parce que tout ça c'est vraiment pour vous faire progresser, pour vous faire aller un petit peu plus loin. Et juste pour l'anecdote, avant que je lui passe la parole, vous savez, quand on est entrepreneur, on aime sortir de sa zone de confort. Et ce que je disais avant l'interview, c'est que sortir de sa zone de confort, la zone de confort c'est notre ennemi, et donc du coup il faut chercher à aller de l'avant. Et c'est ce que j'ai fait avec William, c'est que je suis allé le parler, je suis allé le voir, je suis allé discuter avec lui, voir un peu ce qu'il faisait. Il est plus gros que moi entre guillemets parce qu'il a fait déjà plus d'opérations, mais c'est intéressant quand même de discuter avec des gens comme ça. Bon William, je te laisse te présenter, raconte-nous un peu tes activités, ce que tu fais, et puis dis-nous en plus. Eh bien bonjour Greg, bonjour tout le monde. Moi-même, je suis DG du groupe ID2C, qui est ID2C Marchand de Biens Typiques. C'est une SAS au capital de 100 000 euros. Nous sommes particulièrement spécialisés dans toutes les situations juridiques difficiles. Ce qu'on entend par difficile, c'est toutes ces situations qui font que les propriétaires, par exemple, ne peuvent pas forcément vendre seuls par eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas la solution pour ça. C'est le cadre de ce qui peut arriver avec des successions difficiles, avec des séparations ultra douloureuses, à titre d'exemple. Des décès, ouais, des décès. Exactement. Avec des héritiers qui ne s'entendent pas, avec des ex qui ne veulent non seulement plus parler, mais également qui carrément s'étripent. Eh bien, on est là nous-mêmes pour faire avancer cette situation, lui apporter une solution, si possible, amiable, et faire en sorte que ceux qui veulent s'en sortir puissent le faire non pas forcément dans des conditions aussi optimales que ce qu'ils auraient fait si jamais le bien avait été présenté sur le marché, mais au moins dans des conditions qui leur permettent de retrouver leur liberté chérie, celle qu'ils avaient perdue depuis souvent de nombreuses années. C'est top. Bon, merci beaucoup William pour cette petite intro sur tes activités. Du coup, les premières questions qui me viennent tout de suite à l'esprit, c'est quand on dit conditions difficiles, on dit aussi recherche difficile parce que c'est des types de biens qui sont un peu compliqués à aller chercher. Et donc du coup, quand on est, parce que là il y a beaucoup de débutants, beaucoup de gens qui veulent accélérer comme moi, et du coup quelles sont un peu les typologies un peu de recherche que tu as? Quelle est ta méthodologie de recherche? Qu'est-ce que tu mets en avant quand tu démarches les agents immobiliers ou autres entre guillemets? Alors déjà, si vous pensiez rando canapé, c'est terminé. Sur Netflix, on les trouve sur Netflix. Voilà, aller à droite, aller à gauche, c'est bien, mais comme disait Greg tout à l'heure, sortir de sa zone de confort, c'est important. Donc il faut aller au-devant de l'ensemble des acteurs de l'immobilier, de ce monde qui nous est si cher. Aller au-devant d'eux pour un jour obtenir une information qui va nous être utile pour réaliser l'opération que l'on attend et puis qui va correspondre aussi à nos possibilités financières. Ouais. Parce que c'est bien joli d'avoir une opération qui nous tente, mais si on n'a pas les moyens de la faire, comment on fait? Eh bien, dans ces cas-là, on va aussi sortir des sentiers battus, faire comme ce que Greg a fait, aller chercher pour sa propre opération l'argent qu'il fallait là où il se trouvait. C'est ce qui lui a permis de réaliser, et bravo Greg, sa première OP. Et nous, c'est ce qu'on fait à notre niveau aussi. Donc par exemple, j'étais aujourd'hui à l'invitation de Greg sur Bordeaux. Entre hier et aujourd'hui, j'en ai profité pour aller rendre visite une par une à une soixantaine d'agences immobilières avec lesquelles le discours a été régulièrement le même. Nous présenter, oui, mais également être à l'écoute de situations qu'elles peuvent elles-mêmes rencontrer et voir comment on peut établir un partenariat ensemble. J'ai rencontré également quelques notaires, j'ai rencontré une vingtaine de promoteurs immobiliers. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'un promoteur immobilier, surtout des énormes, dont je ne citerai pas de nom,
qu'est-ce que vous pouvez avoir à faire avec eux alors que vous-même vous êtes des Lilliputiens à côté d'eux? Eh bien justement, nous aussi, quel que soit leur appui juridique, nous aussi on peut être amené à leur proposer des solutions qu'eux-mêmes n'ont pas dans leur contour, et ils peuvent être aussi très contents qu'on débloque une situation concernant un terrain qui leur faisait véritablement envie, mais ils étaient comme cet ours devant le pot de miel, ils ne savaient pas comment l'ouvrir. Hein. Eh bien, nous on est là, et c'est ce qu'on a été leur dire aussi aujourd'hui. Donc vous voyez, en une journée et quelques, 60 agences, 20 promoteurs. C'est comme ça qu'on doit aussi organiser nos journées. Hein, c'est matin 8h30, dès que la première agence ouvre, on y va, jusqu'à midi et demi. Midi et demi, c'était un petit resto sympa avec quelqu'un que je connais sur Bordeaux. Et ensuite, 2 heures jusqu'au moment où je suis venu retrouver Greg. C'était agence, 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 et on va comme ça jusqu'au bout. Mais c'est aussi rencontrer des architectes d'intérieur, aller rencontrer des géomètres experts, parce que eux aussi peuvent avoir connaissance de biens que nous on ne connaît pas, et après tout, quelqu'un, une famille qui a eu un projet peut s'estimer être dépassé par l'ampleur que ça prend, et entre autres l'ampleur financière, et s'avouer vaincu et dire en définitive ce bien-là il n'est pas pour moi, mais je peux peut-être vous en parler, vous pouvez peut-être faire l'opération. Vous voyez, là encore, ce sont des gens vers lesquels vous n'iriez pas forcément, mais tout un chacun peut être notre partenaire, il faut en prendre conscience. Ok, c'est top. Merci beaucoup William pour tout ça, pour toutes ces précisions. Alors vous l'avez vu les amis, quand on cherche des biens immobiliers, ça se passe pas que scroller derrière le bon coin, ça se passe pas derrière nos écrans. Il faut aussi passer la seconde, c'est-à-dire aller sur le terrain. Il y a un célèbre youtubeur qui s'appelle Yann Darwin qui dit qu'il faut arrêter l'immobilier en mode démo, c'est-à-dire en mode derrière le bon coin. Et il faut aller sur le terrain, il faut aller rencontrer les acteurs du secteur. C'est exactement ce que vous dit William. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à parler là il a parlé des géomètres. Alors les géomètres, pour ceux qui débutent un peu en marchand de biens, ce sont des gens qui sont habilités à faire des divisions, à faire des mises en copro, qui sont habilités à déposer des DP en mairie, qui ont accès à des matrices cadastrales, donc qui ont quand même un regard sur le foncier de notre territoire qui est relativement important, qui est même très important. Et ça fait partie des sources évidemment de peut-être de bonnes affaires que vous pouvez peut-être obtenir. Alors, les géomètres en particulier, il y a peut-être une division qui ne s'est pas faite, ou il y a peut-être un permis de construire qui a été refusé, ou il y a peut-être une solution, comme il dit, juridique qui a été un peu compliquée. Vous avez peut-être votre touche à amener un regard neuf sur le foncier en question. Et tout à l'heure, il parlait des promoteurs. Alors les promoteurs, c'est assez intéressant parce que les promoteurs, vous savez, ils sont en perpétuelle recherche de foncier. Et ils sont souvent confrontés à des successions, ou ils sont souvent confrontés à des gens qui ont disparu, ou ils sont souvent confrontés à des gens qui ont eu des situations difficiles et qui sont partis carrément à l'étranger, qui ont carrément abandonné la France et qui sont très difficiles à retrouver. Et c'est là où William peut amener sa patte, ou vous aussi vous pouvez amener votre patte en essayant, justement tu peux peut-être nous en parler, les méthodes de recherche, des techniques un petit peu avancées sur retrouver par exemple une succession. Est-ce que tu peux un peu développer un peu là-dessus, sur le côté un peu, on va dire, un peu pas secret, mais on va dire, mais le côté un peu plus technique des choses. Tu veux bien nous en parler un peu ou pas? Oui, on va. Je vais pas aborder tous les sujets. Non, mais déjà sachez que quand je vous dis quelque chose, c'est quelque chose que l'on fait. C'est pas pour le plaisir de nous faire mousser. On n'a pas besoin de ça. Et puis on est suffisamment à l'aise aujourd'hui dans notre développement d'idées dossiers pour vous donner quelques petits tuyaux, même si on en garde toujours quelques-uns parmi nous. Je parlais tout à l'heure des géomètres experts, on parlait des archis. Sachez aussi que je suis également passé voir des designers d'espace, des vendeurs de meubles. Parce que quand quelqu'un aménage un nouvel endroit, c'est peut-être pour en quitter un autre. Hein. Et eux aussi peuvent être intéressés par notre activité, parce que peut-être que l'appartement qu'on va nous-mêmes acheter, on va proposer à nos investisseurs, à nos acquéreurs, de prendre attache avec l'enseigne en question pour lui rendre l'appareil. Un partenaire, c'est pas seulement quelqu'un qui vous fait gagner du temps, qui vous fait parfois gagner de l'argent, c'est aussi quelqu'un à qui en réciproque on doit penser.
le réseautage, il passe aussi par là. Vous donnez aux gens, vous ne demandez rien, mais vous faites. Un jour, ça revient, et ça revient force 10. Vous ne comprenez pas d'où ça vient, mais c'est parce que vous avez donné, donné et encore donné sans rien attendre qu'un jour vous êtes heureux de ça. Tiens, ce matin par exemple, je discutais avec Adeline, elle est de Nantes, elle se reconnaîtra, elle est courtière en prêt IMO. Elle me téléphone, elle me dit William, le client que tu avais envoyé vers moi, c'est bon, il signe la proposition de prêt pour la banque. Est-ce que tu peux me repasser tes coordonnées pour que je t'envoie un pourcentage de ma commission, histoire de te remercier. Et j'ai bien rappelé à Adeline que d'abord j'étais très content de la confiance que j'avais placée en elle, puisque ça aura permis à cette personne que je connais d'obtenir son prêt, mais je refusais, elle les connaissait quand même, je refusais de lui donner mes coordonnées, non pas parce que je n'avais pas envie de lui redonner, mais parce que je lui ai dit, je n'attends rien de toi si ce n'est le travail que tu as fait et que tu as bien fait. Peut-être qu'un jour tu penseras à nous sans aucune obligation, mais en attendant, c'est moi qui te remercie, parce qu'il est important que la confiance qu'on place en nos partenaires, eh bien, elle soit, comment dire... Réciproque. Ouais. Réciproque, ouais. Mais ne jamais rien demander. Intéressant, très intéressant. Donc vous voyez, en fait, là, il y a encore un autre point qu'évoque William qui est assez intéressant, c'est la réciprocité, je vais y arriver. Le fait de justement aller vers les autres, de démarcher et surtout ne pas demander de gains financiers en échange, quoi. C'est-à-dire donner, être tout le temps dans l'échange, dans le réseau, de dire bah, écoute voilà, aujourd'hui je te file un coup de main, demain ça sera peut-être toi qui auras besoin de moi, et ainsi de suite. Donc voilà, sur ce point-là, je trouve ça super intéressant. Ensuite, de quoi on peut parler? On peut parler peut-être du côté un peu financement, du côté un peu quel tips un peu tu pourrais donner à des gens qui débutent ou des gens qui démarrent en tant que marchands de biens, qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Quelle approche ils pourraient avoir pour justement trouver des fonds pour démarrer? Alors moi je l'ai fait via du crowdfunding, vous le savez, sur cette chaîne YouTube. Ça fait partie des moyens qu'on a aujourd'hui à notre disposition. Pour l'anecdote, aujourd'hui j'étais au téléphone avec ma banque qui m'a encore dit Monsieur Fourgeot, vu le dossier que vous avez aujourd'hui, vous avez beaucoup trop d'encours et vous ne pouvez plus emprunter. Donc bon, ça met un peu, comment dire, les nerfs à vis, si vous voyez ce que je veux dire, pour rester poli. Donc d'où, en tout cas pour ma part, l'envie de passer en tant que marchand de biens pour évidemment passer la seconde. Alors je sais que vous êtes beaucoup sur cette chaîne YouTube à avoir déjà un petit peu de patrimoine, d'avoir déjà un petit peu quelques apparts, d'avoir quelques immeubles. Vous avez peut-être envie de basculer en tant que marchand, ça s'entend. Et du coup la question que je vais te poser, William, c'est au niveau financement, est-ce que tu as quelques petits tips, ou qu'est-ce que tu penses par exemple du crowdfunding, comme le font par exemple la Première Brique ou d'autres boîtes, enfin je ne vais pas faire de pub. Tiens, dis-nous un peu plus. Alors, dernière chose, pour revenir sur le petit point dont on parlait tout à l'heure, Adeline, si elle m'avait versé une commission, par exemple, ça aurait été, je ne sais pas, 200 €. Si on est heureux de recevoir une telle somme, c'est oublier que la moindre affaire que quelqu'un nous amène peut dégager une marge non pas de 100 ou 200 ou 300, mais de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc qu'est-ce qu'on en a à faire de 100 ou de 200 € dans ce cadre-là? C'est juste le dernier petit rappel. Ensuite, Greg, tu as parlé effectivement des possibilités de financement en crowdfunding qui s'est bien développé en France ces dernières années. La Première Brique dont tu parles, et en même temps je dis bonjour à Thomas Dansec qui est l'un des deux fondateurs et qui viendra à Bordeaux le 15 octobre dans le cadre de la journée organisée par la Fédération des marchands de biens d'Éric Vess. Oui. Éric Vess qui est par ailleurs, c'est important de le savoir, enseignant en fac et plus exactement enseignant en droit immobilier, en droit de la construction à l'université de Chamonix-Mont-Blanc. Bonjour Éric aussi au passage. C'est quelqu'un de très pointu et d'hyper intéressant. Donc on a parlé de la Première Brique. Thomas est quelqu'un de vraiment comment dire, motivant là-dessus aussi. Il y en a bien sûr d'autres que ça, mais c'est déjà un premier point. Deuxième point,
vous pouvez, pour vos premières opérations de marchand de biens, songer à faire appel à tout ce qui est quelque part de la love money et à côté. La love money, c'est quoi? C'est de l'argent qui peut être apporté par vos entourages proches, mais qui peut être aussi familial et qui peut être aussi apporté par des amis, mais également vous pouvez étendre ça à des gens que vous connaissez. Nous, par exemple, au sein d'ID2C, et Greg, tu fais peut-être pareil, on accorde en fonction du montant que la personne investit avec nous sur nos opérations, on lui accorde un retour sur investissement de 10% au titre d'un intéressement. Ce n'est pas un intérêt annuel, c'est-à-dire que même si l'opération dure 4 mois, la personne sur 4 mois récupère 10%, soit un équivalent annuel de 30%, alors que quand on fait du crowdfunding, tu le sais bien, l'intérêt annuel qu'on doit payer ou que les gens reçoivent en tant que participants, c'est du 10% ou du 9 ou 10% annuel. Ouais. Hein? Ouais. Pensez à ça, c'est important. Faites attention, ces personnes-là, ce ne sont pas que des financeurs. Vous pouvez aussi les considérer comme des partenaires. Quand vous leur promettez quelque chose, c'est-à-dire par exemple, quand vous leur promettez de leur rembourser cette somme-là, grosso modo, une semaine après la réalisation de votre opération, faites-le. Faites-le. La confiance, pour rappel, elle ne se décrète pas, elle se mérite. Ça me paraît assez important de le rappeler. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez souvent. Alors moi je vous ai pas mal parlé de crowdfunding immobilier sur cette chaîne YouTube, mais c'est vrai que l'entourage proche peut aussi vous amener des fonds, vos parents, vos grands-parents, vos oncles, vos tantes, un ami. Il y a des gens qui ont hérité de certaines sommes, par exemple suite à un décès, qui ont vendu une maison, ça peut être pas mal de choses, ou une plus-value qui s'est réalisée, on ne sait pas. Bon, je suis désolé pour la musique qu'il y a derrière, j'espère que ça va pas trop s'entendre sur la vidéo. On va essayer de continuer encore un petit peu et après on va s'arrêter. Mais concrètement, ouais, le financement il peut venir de partout. La magie du marchand de biens, c'est qu'on essaie d'acheter et de revendre le plus rapidement possible. Donc en fait l'idée première, c'est que comme on achète et qu'on veut revendre rapidement, les gens sont entre guillemets à peu près sûrs de récupérer leur mise assez rapidement. Si on a bien fait les choses, si on a bien acheté, parce qu'encore une fois, c'est là où William veut en venir, c'est que comme lui cherche plutôt des opérations qui sont un peu difficiles juridiquement, c'est que en fait, en face, il y a forcément des prix aussi qui s'appliquent. Et du coup, quand les biens reviennent un petit peu sur le marché, quand il les republie, j'imagine qu'après, bon, tu vas pouvoir nous en parler un peu plus, c'est que c'est des biens qui se vendent plutôt facilement ou que tu as assez peu de mal à revendre. Est-ce que tu as eu des cas de figure où suite à des rachats de succession ou des rachats de biens comme ça qui étaient un peu difficiles, est-ce que tu as eu des difficultés? En fait, l'autre question que je me pose aussi, c'est l'état des biens en question. Est-ce que c'est systématiquement la rénovation? Est-ce qu'il y a des biens en bon état? Parle-nous un peu de l'état des biens en règle générale que tu as acquis pour un petit peu ce que ça peut donner. Les biens qu'on acquiert ne sont pas en eux-mêmes atypiques. C'est le marchand de biens qui l'est. Donc on peut acquérir toutes sortes de biens. De la grange la plus percée par le toit au manoir, du pavillon au terrain, peu importe. L'important là-dedans, c'est d'acheter au bon prix. Le bon prix, c'est quoi? C'est d'abord celui qu'on détermine nous. On estime le bien à tel montant. L'agence, elle, en a fait sa propre estimation, ou tout autre professionnel, notaire ou autre. Pour parler poliment, cette estimation-là, elle nous intéresse bien sûr par rapport à un prix de revente, mais elle ne nous oblige en rien. Et vous savez que si vous achetez au prix de l'estimation, vous ne pourrez pas revendre puisque vous n'aurez pas de marge. Vous ne gagnez pas d'argent. Je veux bien croire que par nature, nous les marchands de biens sommes philanthropes, mais jusqu'à un certain point. N'exagérons pas quand même. Ouais, j'imagine bien. Hein? Maintenant, notre spécialité, c'est l'acquisition de parts d'indivision. Quand vous avez 4 héritiers, par exemple, et qu'il n'y en a qu'un qui veut vendre, on achète sa part. S'ils sont au même degré, on achète 25%, sans savoir ce qu'on va faire après. Les gens nous posent souvent la question, vous rentrez dans la division, c'est très bien, mais après? Après, on ne sait pas. On ne sait pas. Greg parlait en début de sortir de sa zone de confort. Là, je peux vous dire que c'est les montagnes russes émotionnelles tous les jours. On ne sait pas, mais on y va. Comme on le disait avec Greg aussi,
l'aventure commence, c'est une phrase célèbre, là où le bitume s'arrête, c'est vraiment le cas pour nous. On adore les aventures, on adore ces histoires de famille, ces intimités dans lesquelles on rentre. Et je peux vous assurer que lorsque vous avez en face de vous un héritier qui est bloqué depuis 15 ans, qui n'a aucune solution, auquel ni l'agence ni le notaire ne peut proposer une porte de sortie, qui est malheureux parce que à chaque fois qu'il participe à une réunion de famille, ce sont des engueulades à n'en plus finir et il ne supporte plus ça, lui ni les autres. Ça finit même, ça m'est déjà arrivé, par se taper dessus devant notaire et devant clerc. Ah, ouais. Le notaire en question, c'est une affaire qui pour nous dure depuis 4 ans. Le notaire en question, c'était à Nantes, du côté du quartier Canclos. Le notaire, quand il est sorti et qu'une personne a tapé sur une autre de la même famille, le notaire a dit « Vous pouvez porter plainte si vous voulez. Maintenant, jusque-là, j'étais le 3e notaire parce que la succession a commencé, accrochez-vous, en 1992. » La première succession. J'étais jeune. Et le notaire a dit, je suis peut-être le 3e notaire, mais il y en aura un 4e. Et je peux vous dire qu'entre-temps, la mamie du papy décédé en 92, elle est décédée l'an dernier. Elle est décédée en janvier. Et qu'on a dû refaire tout le schéma auquel on pensait. On est toujours dessus avec le notaire. On a un paquet d'indivisaires, mais on s'accroche dessus. Ça concerne un bien pour ceux qui sont autour de Nantes, qui est situé sur une commune qui s'appelle Sainte-Luce. C'est une des riches communes proches de Nantes. Et on sera heureux le jour où on parviendra à dénouer cette situation. Et je peux vous dire qu'on y arrivera. Intéressant. Super intéressant. Vous avez vu, là, c'est des situations qui sont vraiment compliquées. Alors, les indivisaires, c'est, vous savez, en fait, là, ce que veut dire William, c'est que quand vous êtes sur une indivision, il y a forcément des individus, donc ce sont par exemple des frères, des sœurs, mais quand ses frères et ses sœurs décèdent, après, ça vient au fils. Et quand le fils décède, ça vient au petit-fils. Donc là, quand vous voyez qu'une situation d'hier depuis les années 90, donc depuis plus de 30 ans, eh ben, ça se complique fortement parce qu'il faut retrouver les gens en question, il faut les convaincre à vendre, et du coup ça ajoute de l'administratif, enfin ça complexifie les choses, et j'imagine bien que les notaires au bout d'un moment ils ont un petit peu ras-le-bol et que bon, ils sont pas que assistantes sociales, si vous voyez ce que je veux dire, ils ont peut-être envie de vendre des actes parce que c'est comme ça que les notaires se rémunèrent aussi, et qu'ils n'ont pas trop envie de passer trop de temps dans la paperasse, c'est ce qu'on peut vraiment comprendre. Bon, mais voilà, en fait on a fait quand même pas mal le tour. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que tu veux rajouter, William? Est-ce qu'il y a encore d'autres points que tu voudrais évoquer encore un petit peu? Alors, je peux te dire que Pierre Gobin, qui est l'un de nos notaires de Basse-Goulaine, il me dit régulièrement, William, à chaque fois que vous nous amenez des affaires, elles sont très compliquées. Mais ce que je peux vous dire, c'est que même si on est débordé de boulot, nos clercs de l'étude sont toujours enchantés parce que vous les obligez à réviser. Et je peux vous dire aussi que dans le cas de la personne qui est décédée, la mamie, en janvier dernier, ça a fait apparaître encore de nouveaux indivisaires. Le cauchemar. De nouveaux héritiers. Et là, il a fallu que le notaire refasse tout le tour de la succession pour savoir où on en était du patrimoine après le décès de la grand-mère. Il vient la semaine dernière de faire un tableau et il m'a dit il faut que je l'épure un peu parce qu'autrement ça va être une véritable usine à gaz. Donc merci Maître Gobin pour tout ce que vous faites pour nous. J'en profite aussi et par discrétion, je ne citerai pas le nom de l'agence immobilière dans laquelle officie Antoine le directeur. Je ne parlerai donc pas de l'agence Century 21 de Carquefou. Ah, j'ai dit quelque chose là. Non mais ouais, faut remercier les gens, nos partenaires, c'est aussi normal, ça fait partie du lot. Bon écoutez, la musique commence un petit peu à augmenter derrière nous, les gens commencent un petit peu à arriver là-bas, je vois. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, surtout n'oubliez pas de vous abonner. Est-ce que tu as une citation pour finir cette vidéo ou un petit mot de la fin? Oui. Un coup de folie, c'est un coup de génie qui a bien tourné. J'aime bien cette phrase, j'aime beaucoup, il me l'a déjà dit, j'aime beaucoup cette phrase. Allez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, il y a un bouton quelque part par là, il y a une vidéo complémentaire ici à regarder. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et bon cash flow, bonne marche. Bonjour à tout le monde. Bye bye.